Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Or Bonjour, l'édition du 10 septembre 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Y'a papou, bonjour. Y'a papou, le Père Noël, c'est pas un C'est un Québécois. Québécois. Avec ses nouvelles et son cadeau rempli de joie. Oui. Je sais qu'on est le 10 septembre aujourd'hui, puis que Ouais. c'est pas un jour important parce que c'est le 11. Mais j'aimerais ça prendre un petit moment. J'aimerais ça prendre ma tribune du podcast pour remercier et envoyer des souhaits de bravoure à mes amis. Et j'ai nommé Matt Jackson, Nick Jackson et Kenny By God Omega. Félicitations les boys. On ne connaît pas toute l'histoire, mais si vous y avez crissé un coup de poing ou que vous l'avez confronté, ce trou de cul-là, ben, on est tous derrière vous. The Elite for Life, baby! Ben oui, sur rentrer dans le locker room d'un gars de 4 contre 1, ben oui, ils sont bien tough, hein? Bravo. Ouais. Moi, Ils ont dit une couche sur leur cul quand ils donnent un coup de poing à CM Punk? Arrête de lire ce qui est marqué sur Internet. Toi, arrête de faire ton propre narratif. Donc, les boys, on se passe cette semaine. On a un petit Zoom call. Fait que, bravo! Mais CM Punk aura ce qu'il mérite, puis il peut faire semblant d'être blessé chez eux. Tout okay, un là, trou de cul. Que ça va faire, là, c'est du rétro qu'on fait ici là, à soir. Là. Quand tu vas pour le podcast régulier qu'on va faire la semaine prochaine, sûrement. T'as raison, c'est du rétro. CM Punk, ah ouais, dans le passé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La copie des Rockers puis des Mardy Boys, oui. Parfait. Mais oui, ça, comme sinon, comme tu viens de dire, ben, bonjour. Bonjour. Sinon, je ne sais pas si c'est voulu, je pense pas. Mais aujourd'hui, on parle de WCW Spring Stampede 94. Oui. Donc, on va parler des Cowboys. Puis, on va aussi parler des Cowboys en même temps que c'est le lancement du festival Saint-Tite. Savais-tu? Non. En fin de semaine, en même temps. OK. Donc, on est concept. Mais pas juste ça, la fête Alfredo aussi. Qui? Alfredo Christine Diano. Ah, ben oui. Friend of the show. Ouais, j'ai payé un... comment ça s'appelle, là, les affaires avec... Qui a rien payé? Les lutteurs, là, que tu peux... des messages, là. Des caméos? Un caméo de Roman Reigns. Puis là, Roman m'a dit... Ouais. Roman m'a dit, pas besoin où, je vais faire ça gratuit. Ouais, c'est sûr. Fait que notre chef, Roman Reigns, souhaitait bonne fête à Alfredo. Un des seuls dans cette tribune qui a une tête sur ses épaules, avec moi. Oh ouais, c'est sûr. On va te prendre à ton mot. Oui, on n'a pas le choix de faire ça ici. C'est juste toi qui les a. Bref, tu as quoi à dire avant que je commence avec le rétro review de Spring Stampede 94? Oui, j'ai quelque chose à dire avant. Ah oui, donc. Parce que la semaine prochaine, samedi prochain, plus exactement, non, c'est pas vrai, c'est dimanche prochain, plus exactement, le 18 septembre, ben, on sait qu'est-ce qui arrive. On s'en va à la LWA rencontrer Bill Lady, Superstar masqué Demolition Axe, qui va être présent de Firehouse. Là, l'heure, je pense qu'elle a changé. Là, c'est plus midi, c'est 11h, si je ne me trompe pas. Mais 11h, je pense que c'est seulement pour le vidéo. Oui, c'est ça, sur Internet, en ligne. Ouais. Donc, pour le rencontrer, je pense que c'est de 1h30 à 2h30, je pense, pour le rencontrer en vrai. Exact. Fait qu'il va y avoir des hate by 10, il va faire une séance de signature, on va être là pour vous serrer la pince. Et en plus, les programmes qui vendent. Puis demain, le 11 septembre, ben, il y a un encan.
avec Firestone et LWA. Puis c'est peut-être votre dernière chance de mentionner que Entre deux chaises de métal vous envoie à cette signature-là. Et vous allez pouvoir avoir quelque chose, un petit cadeau spécial de la LWA, mon cher TJ. C'est le fun que cette fois-ci, c'est toi qui le dises. Oui, parce que je vais te laisser dire tout le reste. Fait que ça va être ça. Donc, allez voir ça. Suivez l'encan demain sur Facebook, LWA à 7h. Et la semaine prochaine, on se voit dans le Firehouse, mes amis, avec Bill Eddy, Demolition Axe. Amenez-vous un petit ventilateur parce que dans le Firehouse, il fait chaud en maudit. Il fait chaud, puis j'ai l'impression que je vais sortir quelques bidous de ma poche arrière. Ah, des bidous, parfait. Mais Oui. très beau mot. Parfait. Fait que, on est-tu prêt maintenant? Ben, on a aussi, évidemment, on est disponible de Facebook, Instagram, Twitter. Non. Pas encore. Il va falloir se faire un nouveau Twitter, j'ai l'impression. Il y a des grosses chances, oui. Fait que, nous partout, on est à n'importe quelle place, on est là. Oui. Mais, on est au rendez-vous. Oui, exactement. Et le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est un rétro review, évidemment. Mais le demandade du printemps 94 pour la World Championship Wrestling. Mais avant, évidemment, de commencer, on a le segment que tu adores et que tu vénères. Le segment. Non, c'est pas vrai. Dans la vraie vie! Ça j'ai pas apprécié. Je savais où tu t'en allais, puis j'ai pas apprécié. J'ai regardé récemment, c'est pour ça. Ouais, je l'ai regardé juste avant, moi, en mangeant ma pizza Domino's. Je veux pas faire de pub, mais c'est ça. Ouais. Pour pas y nommer, c'est ça? Pour pas y nommer. Parfait. Fait que, es-tu prêt pour deviner quoi que. J'ai eu un la semaine passée, hein? Oui, tu en as eu un parce que je t'ai donné un gros indice. Là. Mariah Carey, non? Ben oui, je t'ai dit que c'était une chanteuse et c'était une femme. Ah, c'est vrai que c'est un petit gros indice. J'aurais pu dire n'importe quoi d'autre. J'aurais pu dire rien dire pendant tout, je l'aurais sûrement pas eu. T'aurais dit un gars encore. Un gars. Ah, t'es tellement. Oh. Ben là. Vas-y. Ah oui. La première chanson. Chanson? Ouais, c'est ça. La chanson. En du Amérique du Nord. Vas-tu m'interrompre tout le temps? En Amérique du Nord, la première chanson au palmarès, c'était quoi? En Amérique du Nord, 94? Avril 94. Avril, mais c'est la date, c'est le 17 avril. Ne te découvre pas d'un fil en 94. En 94, qui c'est qui avait ses palmarès? J'avais quel âge? J'avais 7, 8 ans. T'avais 8 ans? Écoute, ouais. Tu peux-tu me donner un indice? Sérieux, là? Ouais. C'est un homme. Il est tout seul. Est-ce que c'est un homme de couleur? Oui, en effet. Félicitations, bravo. Je vais dire James Brown. C'est pas 74, 94. Voyons donc, oui. J'écoute encore du James Brown en 2022. C'est quoi le problème? Oui, mais il ne fait pas des tunes là. Il fait pas de tunes récemment, lui, là. Ok, je vais donner ma langue au chat. Parfait. Mais reprends-la tout de suite, parce que j'ai besoin de toi pour le podcast. Sinon, la chanson numéro 1, c'est Bump and Grind de R. Kelly. Ouf. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'écoute plus en 2022. Ben non, mais James Brown, par exemple. Hein. Ouais, mais R. Kelly est en prison, fait que reste-y. Ouais. On ne rentrerait pas là-dedans. Non. Première chanson au Québec, maintenant. Julie Mouse. Pas de suite, là. C'est ton guess, Julie Mouse? Rien d'autre? Non, c'est pas vrai. Je vais dire Dogmatic. Non, c'était le frère de Julie Mouse, Mickey. Mais non, c'est pas vrai, je niaise. La chanson numéro 1 au Québec, c'était Si je te disais reviens de Luc de la Rochelière. Ah ben oui, le fameux Luc, hein? Ouais. Et le premier film au box-office maintenant, je pense que tu peux l'avoir celui-là. Je vais y aller avec La Cloche et l'idiot. Non, c'est pas un mauvais guess, mais non. La réponse, c'est D2, les Mighty Ducks. Oh! Oui. Mais La Cloche et l'idiot, c'est en 80... Ben, c'est à peu près ça, 94? Ouais, je pense que oui. OK. Je pense plus fin 94, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est ça avec ton affaire, là, sans qu'il me trompe, là. Ben ouais, tu devrais pas faire ça la date. Tu devrais faire ça l'anneau complet, là. Oh ouais, on va pas avoir toutes nos listes d'affaires après 2 semaines. Il y a des failles dans cette style d'affaires-là. Non, c'est toi qui as des failles. Tu sais pas comment deviner, c'est pas de ma faute. Et là, je veux sortir à l'entour du pay-per-view. 94? Non, 2012. Tu peux-tu me nommer la console?
Au Super Nintendo. Ouais, j'imagine en 94. Ouais. Mais je vais te donner un autre indice, OK, là. C'est une série de jeux très populaire qui a duré longtemps. Je pense qu'elle dure même encore aujourd'hui. Fait que... Ben, c'est pas Diablo. non, c'est pas Mortal Kombat parce que tu l'as dit la semaine passée. Là. Non, mais c'est pas ça non plus. Okay. C'est-tu méga quelque chose? Megaman? Megaman? Non. T'étais pas loin quand même. Un petit peu, mais t'es pas loin dans le sens de longévité. Là. C'était Final Fantasy VI. Ah, c'est dégueulasse ces jeux-là. Je déteste ça. Et bon. Là, je sais que celui-là, tu l'aimeras pas. Dans le monde du sport... en 94, qui a gagné la coupe? Les Rangers de New York? Non, c'est pas une affaire de sport populaire comme tu penserais. Là. Le tennis, André Agassi? T'es-tu un fan de course? Automobile, oui. Non, de course à pied. Tu veux savoir qui c'est qui a gagné le Tour de France? Non, c'est le Tour de France. Marathon de Boston. Oh boy. Ben, tu le sauras pas, c'est pas une personne que je connais. Là. Non. Mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu parles de ça? Ben, parce que c'est dans le monde du sport, il s'est réveillé en l'an d'autres pay-per-view, c'était ça, il n'y a rien d'autre. Au mois d'avril, il n'y a pas grand-chose. Là. Hockey est fini, baseball n'est pas commencé, basketball Hockey n'est n'est pas fini au mois d'avril. Ouais, les playoffs, je dirais pas un score d'une game de hockey nowhere. Là. 6-2 Canadiens. OK, parfait. Mais non. Au marathon de Boston, Cosma Ndeti du Kenya a gagné pour la deuxième année consécutive en finissant le parcours en 2 heures, 7 minutes et 15 secondes. Et chez les femmes, Jutta Pepig de l'Allemagne, je vais juste le dire par cause des noms, elle le fait en 2 heures, 21 minutes et 45 secondes. On est-tu rendu pas l'arcan ici, là? Mais là, c'est le fun des fois de parler d'autres choses qu'on connaît pas. Là. Ah, ben moi, j'ai un fact par rapport à ces deux courses-là, par exemple. Ok, ouais, c'est quoi? Ils ont testé positif, les deux. C'est pas ça. Pas Jutta Pepig, je suis pas sûr. Ouais. Bref, et pour terminer, pour le WCW Cover Athlete, si on veut, of the Month pour le magazine. Okay. Eh oui, le Nature Boy Ric Flair avec en bonus un poster de Missy Hyatt. Oui, Ric Flair là, sur la photo sur YouTube, il est excellent, il est très beau. Pour ceux qui se le demandaient, oui. Missy Hyatt, aucun rapport avec Bray Wyatt. Non, c'est pas la blonde de Barry Windham, son oncle. Là. Non, c'est pas ça. OK, parfait. Ouais. Fait que c'est ça, dans la vraie vie, maintenant on est rendu au Retro Review du pay-per-view en tant que tel. Il était temps. Ben là, c'est pas bon dans moi, c'était pas bon en jeu-là. Là. Ouais. Spring Stampede 94 et le premier de ce nom, il a eu lieu le 17 avril 94, hein, shocking. Ouais. Du Rosemont Horizon à Chicago, Illinois, maintenant le All-State Arena. Un autre pay-per-view à Chicago. On a combiné les deux. Et évidemment, avant le gala, il y a eu 2 combats non télévisés. Et dans le premier combat, Donny Bonaducci a vaincu Christopher Knight. Et dans l'autre combat, un match par équipe cette fois, Pat Tanaka et Aito ont battu les frères Sullivan, Dave et Kevin. Et Aito et Paul Diamond, dans le fond, celui qui faisait Kato, avec Earth Express, avec le masque. Le WWF. Et dans le match aussi, Dave Sullivan s'est blessé au genou. Fait que, voilà les matchs d'avant-gala pour Spring Stampede 94. Évidemment, on a l'intro du Payé pour voir avec le narrateur qui parle de la carte de ce soir qui est pactée, vraiment pactée. Et on va voir ça. On a Mean Gene qui nous souhaite la bienvenue et il nous envoie au ring pour l'hymne national américain chanté par Aaron Neville, le même Aaron Neville qui a chanté à SummerSlam 94, qu'on a reviewé il n'y a pas longtemps. Ouais. Quand même. Aucun lien avec Pac? Non, en effet, merci. C'est de prendre les jokes. Le commentaire de la soirée sont Tony Schiavone et Bobby the Brain Heenan. Et on ne perd pas de temps. On se va tout de suite au match numéro 1. Diamond Dallas Page. La crasse. Avec Diamond Doll, évidemment, qui est Kimberly. Contre Johnny Lee Bad, un de nos préférés. Oh, ouais. Et Johnny va direct sur DDP et prend les devants. Après ça, on a un drop kick pour B-Bad pour 2. Et Page répond avec une souplesse arrière pour 2. Et après ça, DDP travaille le coup de Johnny Weaver pendant quelques secondes, quelques minutes en fait. Et Bad s'en sort avec une back suplex lui-même. Goutte atomique, une close line et un backdrop de Johnny qui a le momentum de son bord tout d'un coup. Et après ça, on a Page à l'extérieur du ring et Bad saute par-dessus la troisième corde avec un beau dive. Tu sais, quand tu pèses A sur No Mercy, là, il saute.
Et dans l'arène, DDP est dans la face du ref qui l'agrippe, mais l'arbitre le pousse vers Johnny B-Bad qui fait un sunset flip à la troisième corde. Et c'est suffisant pour la victoire, le compte de 3 pour Johnny B-Bad. Seulement 5 minutes 55 ce match-là. Mais oui, mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast que pour ça. Écoute, DDP était. Il avait un petit surplus de poids. Il était quoi, quasiment 280 livres? Bon, Fait que, à à peu près un DDP plus grassouillet. Puis Johnny B-Bad over avec la foule. Puis une chance que Johnny B-Bad était over parce que DDP, lui, la foule, pas qu'il s'en crissait, mais s'en crissait. Ouais. Ben, c'est un match court, comme tu as dit. Ben, c'était bien quand même. Là. Ouais. Je trouve qu'il y avait un bon pace dans le match. Là. Pour un match de 5 minutes, il y aurait peut-être beaucoup d'affaires dedans. Là. Ouais, c'était Johnny B-Bad à son meilleur et DDP pas encore à son meilleur. C'est fou à dire que. C'est fou à dire qu'il y avait quel âge dans ce temps-là? Peut-être 40 quelques années? Je pense qu'il avait 43 ans, je pense. 43 ans, puis il a été capable d'être crissement meilleur dans sa carrière après. C'est fou, là, DDP. Là. Ouais, bon match. Et parlant de Johnny B-Bad, il va passer les prochains mois à chasser, si on veut, Stunning Steve Austin et le championnat des États-Unis. Sans succès, malheureusement, pour M. B-Bad, mais quand même, au moins, il va venir occuper les prochaines semaines avec le futur Stone Cold, un de ses futurs opposants de WWF pas longtemps après ça. Ouais, 2 ans après. C'est ça? Pas longtemps après ça. 96, c'est pas si pire. Un an et demi. Ouais, c'est vrai. C'est pas si. Et dans le prochain segment que tu vas adorer, Major Cullen et Jesse The Body Ventura, tu ne t'en sauveras pas avec lui, je pense, sont là. Ils font la promotion de la WCW Hotline, évidemment la ligne téléphonique de la WCW que Mean Gene chillait tout le temps. Et après ça, on se transporte au match numéro 2. Lord Steven Regal avec Sir William contre Flying Brian Pillman et le championnat de la télévision est en jeu. Titre détenu par Steven Regal. Et remarquez ça si vous écoutez le show et qu'on vous donne le goût d'écouter le show. Steven Regal, toujours excellent. Son facial, sa lutte, évidemment, toujours été un bon lutteur. Mais il est rip as fuck dans ce match-là. Il est en shape, ça n'a aucun sens. Ben, les deux sont vraiment en shape, là. Ouais. Puis, on savait plus qu'il était en shape que Regal souvent. Je me ferai pas d'amis peut-être, là, mais je vais le dire quand même parce que c'est moi, puis anyways, je suis pas là pour me faire des amis. Je suis pas un fan de Brian Pillman. Ah non? Je pense. Non, je pense que non. Moi, je trouve l'image que j'ai vue avec lui à WCW, il est bon. C'est juste que WWF, il est arrivé et il était ça. Il a eu l'accident pour sa cheville de voiture, fait que ça a tout scrappé sa carrière après. Là. Ouais, mais il y a une bonne intensité, mais je sais pas. Bref. Regal, c'est ça. Ah non, on peut pas aimer tout le monde non plus, hein, c'est ça. Exact. Et la poursuite de cette télévision pour Pillman a commencé à WCW Worldwide du 12 mars, car après avoir s'est fait disqualifier par exprès, Regal a fait un marteau pilon à Pillman à l'extérieur du ring sur le sol. Fait que ce soir, Pillman essaie d'avoir sa revanche et gagner la ceinture en même temps. Et en passant, la tour d'entrée de Regal est excellente, là, celle qu'il y a là. Si vous regardez peu plus, vous allez savoir de quoi je parle, là, mais underrated. J'aime bien ça. Bref, Pillman prend pas de temps et fonce sur Steven Regal, évidemment, qui se rappelle du coup qui s'est fait blesser avec le power driver à l'extérieur du ring. Et il n'y a pas le choix, en plus, d'agressif avec Regal s'il veut battre le gars qui détient la ceinture depuis le 19 septembre 1993. Fait que c'est quand même avril, ça fait quand même 8 mois qu'il a la belle à peu près. Pillman, ça? Non, Regal. Regal, ouais, c'est ça, ouais. Exact. En plus, cette télévision, là, c'est pas, tu sais, oui, évidemment, toutes les ceintures vont défendre la TV régulièrement, mais ça, à la TV Tower, c'était vraiment régulier, là, quasiment à tous les semaines qu'ils défendaient ça à la TV, fait que qu'il a gardé jusque depuis septembre 93, c'est fort pas mal. Un peu comme la US présentement à Raw. Ouais. Puis vaincu, Ricky Steamboat a quand même gagné la ceinture, fait que c'est pas rien. Non. Après ça, Regal demande pardon et Flying Brian lui crisse une claque en retour et ça sonnait très très fort. Et après ça, Pillman s'occupe du bras de Lord Steven et c'est après que Regal neutralise Pillman avec le bras. Et Regal attrape un saut de grenouille de Brian et lui fait une souplesse par-dessus tête pour un compte de 2. Après ça, Regal avec un superbe STF après avoir fait flipper Pillman à partir d'une prise de jambe.
un peu appris ce que Benjamin et Chariot faisaient souvent dans l'équipe, là, où les deux prennent chacun une jambe du gars, puis ils font un flip par en avant, puis le gars, il fait « Wow! » Ouais, ben, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait ça avec, je pense, avec Chad puis avec Xander en équipe. OK. Moi, ça se fait très bien. Ouais. Souvenir. Exact. Et après ça, Lord Steven remet ça avec une prise où il tient la tête de Brian avec ses genoux dans le dos, puis les pieds de Regal tiennent les jambes de Pillman, de toute beauté. Fait que, après ça, on a une planche européenne. C'était bon ça, dans le fond, la submission qu'ils viennent de faire. Et Pillman renverse un powerbomb en Hurricane Rana pour un compte de 2. Et après ça, Regal, dans le fond, il y a un genre de struggle d'un cover. Tu sais, d'habitude, évidemment, quand il y a un roll-up, ça arrive vite, le gars, il pogne puis il roll-up. Mais j'aimais ça, celui-là, parce que comme, tu sais, il tenait le maillot de Pillman qui se tenait ses cordes, il strugglait vraiment pour manger le roll-up. Je trouvais ça intéressant qu'il ne pas faire juste un roll-up tout de suite en partant. Mais il y a plein d'affaires dans ce match-là de Regal que j'ai remarqué, là, genre technicien, des petites nuances techniciens du ring. Je vois beaucoup de Daniel Bryan, les matchs, Bryan Danielson, les matchs que j'ai vus de lui à Ring of Honor, mais que je vois à AEW maintenant. Je vois beaucoup de William Regal qu'on voit dans ce pay-per-view-là. On dirait que on voit qu'il a étudié Regal et que c'est un technicien. Là. Ouais. Puis il reste maintenant 4 minutes au combat, malheureusement. Fait que juste pour vous le rappeler, évidemment, je dis ça parce que les matchs télévision ont tous des temps limites de 15 minutes, évidemment, parce qu'à la télévision, tu n'as pas 3 heures à faire un show. Là. Ben, parce qu'on pas dans le temps. Ouais. Et après ça, on a un comeback de Pillman. Il reste 2 minutes. Dropkick Enzuigiri suivi d'une planchette japonaise, mais Regal le pousse et Brian tombe d'aplomb dans le milieu du ring, vraiment en accordéon. Et Regal saute la deuxième, mais Pillman attend qu'un autre beau dropkick. Il reste moins de 60 secondes à faire. Et on a un backdrop, des punches dans le coin. Il fait un crossbody à Regal, mais les deux tombent à l'extérieur du ring. Puis pendant que Pillman ramène Regal dans le ring, mais au début, il veut le faire, mais le manager de Pillman, de Regal, Sir William, arrive, puis l'autre, il crisse une shot d'en face. Il ramène Regal dans le ring, il fait une souplesse, tente de le tomber, mais malheureusement, le temps est écoulé. Fait que toujours champion, Monsieur Lord Steven Regal. Ouais, c'était un bon match. Très solide, mais je sais pas pour toi, là, ça a duré 15 minutes, mais j'ai l'impression qu'en l'écoutant, moins long. J'ai trouvé long le match un peu. Ah ouais? Ouais. J'ai trouvé que ça avait fly by. Moi. Ouais? Ouais. Encore là, c'est peut-être mon commentaire sur Pillman qui a fait que le match, je l'ai moins aimé. Mais le match n'était pas mauvais, là, on s'entend. Non. Ouais. Mais puis un match qui finit pas encore. Oui, je sais que là, c'est 15 minutes puis qu'ils en ont parlé, les commentateurs, pendant le match aussi. Fait ils ont vendu un peu la mèche, là, si on veut, mais. Ouais. Mais il y a des matchs très longs dans ce pay-per-view-là quand même. Oui. Là. Fait que non, c'est un bon match, mais moi je l'ai trouvé un petit peu trop long. Mais en même temps, sachant la fin. Ouais, c'est sûr. T'as pas le choix, là. Ouais. Comme tu dis, c'est un très bon combat. Là. Évidemment, moi je trouve ça dommage pour le draw, mais quand même, on sait où que ça s'en va souvent avec des affaires même. Ça montre que le champion est capable de toffer longtemps, puis ça veut dire. Sinon, Regal est excellent, là, puis Pillman a été solide. Fait que j'ai bien aimé son combat-là, même si ça n'a pas été le finish désiré. Interview time avec Miguel Cullen et Colonel Robert Parker et Bunkhouse Buck. Bunkhouse Buck, je vais le dire tout de suite, là, parce que c'est plus tard dans mon texte, je vais le dire tout de suite. Tu savais qu'il avait fait un rôle à WWE là, une couple d'années, près de 10 ans, à peu près. Là. Bunkhouse Buck? Oui, il était pas en Bunkhouse Buck. Là. Mais non. C'était il avait fait le père de Jack Swagger. Oh boy, aucun souvenir de ça. Okay, bon, c'est lui le. C'est Jack Swagger aussi, là. Oh ouais, puis ça finit qu'il a mangé un chaufflam de Kane. Fait que, ouais, non, mais. Quand même, ça reste un fun fact quand même. Ouais, exact. Et il parle un peu du match de tantôt entre Sonny Steve Austin et le Great Muta. Et après ça, il dit que Dustin Rhodes va avoir une volée naturelle ce soir. Et après ça, Buck dit que son père, quand il était un petit garçon, lui disait que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Et ce soir, il a assez attendu. Son moment s'en vient. Fait que tantôt, un match entre Bunkhouse Buck et Dustin Rhodes, le naturel. Ensuite de ça, match numéro 3. Les Nasty Boys contre Cactus Jack et Max Payne dans un Chicago Street Fight. Et que j'aurais pas aimé être dans ce match-là.
Et les Nasties et les Cactus Jack et Max Payne ont une série de batailles depuis février. Ça dure depuis un petit bout, ça aussi. Wow. Et les deux clubs se retrouvent dans la rampe. Et c'est parti pour un tour. Nobs en cœur joie sur Cactus Jack avec une baguette de poule à moitié cassée. Pendant que Payne et Sag se battent à l'extérieur du ring. Après ça, on a un Cactus Clothesline, marque de commerce de Cactus Jack sur Brian Knobbs. Et les deux vont à l'extérieur du ring. Et après ça, on a Payne et Knobbs qui se battent jusqu'à la table de marchandises. On va se le dire, le fake. Là. Ouais. À côté de l'entrée, il n'y a pas de table de marchandises là. Ça ressemblait tellement à une table de merch de Ligue québécoise. Là. Tout fait cheap. Là. Ouais. Ben, même, je faisais plus cheap qu'une table de merch québécoise. Là. Non, c'est ça, mais c'était juste. Ouais, c'est juste. Ça n'avait pas d'affaire là, c'est jamais là, tu sais. Dans l'entrée, tu sais. Ouais, exact. Pendant ce temps-là, il y avait Jack et Sags qui se battaient dans l'arène, comme deux lutteurs. Mm-hmm. Et après ça, on a le Knobbs qui lance une poubelle à Payne, en plus de le faire tomber une table dessus. Et après ça, on a un écran double où on voit Sags et Cactus s'affronter dans la foule. Fait qu'évidemment, vu que 4 lutteurs ils ont mis ça un split screen, un picture-in-picture. Oh, comme que t'aimes si bien. J'adore, mais j'ai trouvé un truc maintenant pour avoir picture-picture. C'est pas bien ça. Oui. Oh, ouais, c'est ça. Bref, Max Payne, lui, il passe Brian Hutt à travers une table, pareil comme nous sur YouTube. Allez voir ça. Oh, bon lien, j'aime ça. Merci. Payne prend un chandail des Nasty Boys et essaie de lui faire avaler à Brian Knobbs. Je pense pas qu'il fait ça de bon goût. Et après ça, on a Jack. Tabarnak, t'es en feu. Mais pourquoi j'ai dit là? Ben, deux bons jeux de mots de suite. Quand même assez rare dans ton cas. Non, c'est très, très fréquent. Bref, Jax et Sags sont à côté d'eux maintenant et Sags renverse un whip de cactus dans une barricade et Cactus Jack prend un beau bump roulant par-dessus, là, un bump qu'on a vu souvent faire avec surtout à WWE. WWF, je n'ai pas vu faire ça tant de fois que ça. Là. Il faisait plus ça que les steps à WWF. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Classique folie, quand même. Mm-hmm. Et après ça, on a Sags qui a une table sur sa tête et la tête sur la calotte de Cactus Jack 3 fois. Dans le fond, il tient c'est bizarre parce qu'il tient la chaise, la chaise. Il tient la table sur sa tête, il fait juste la faire tomber comme ça. Ben là, j'explique ça sur YouTube, là, désolé ceux qui sont sur l'audio. Mais il donne des coups sur la tête avec la table. Vous allez savoir de quoi je parle de regarder le pay-per-view. Exact. Et après ça, évidemment, il va pour un tombé, mais Knobbs arrive de nulle part et frappe Cactus sur la tête avec une pelle. Non, j'ai skippé un bout, je pense. Ouais, j'ai skippé un petit bout. Après un neckbreaker de Cactus sur Sags, Jack prend la table et la souplexe sur les jambes du pauvre Jerry. Et après ça, il va pour un tombé, mais Knobbs arrive de nulle part et il frappe Cactus avec une pelle sur la tête. Ouais. Et après ça, on a Sags à Cactus sur la table pour un power driver, mais évidemment, la table passe en deux bien avant qu'il ait le temps de faire quelque chose. J'avais hâte de malade. Ouais. Tu vois les deux qui sont dessus, puis tu fais non. Puis elle fait juste. Mais le pire, c'est que vu que c'est les Nasty Boys, on dirait que ça passe bien. Quand ils sont un peu sloppy, genre. Ouais, tu t'en fous. Tu veux pas que ça soit beau. Les Nasty Boys, tu veux pas que ça soit parfait. Tu veux que ça soit tout croche un peu. Fait que même quand il y a un botch des Nasty Boys, on dirait quasiment que c'est voulu que ça soit un botch parce qu'ils sont comme ça, genre. Ouais, tu veux pas que ce soit les Brainbusters, genre? Non, exact. Et après ça, évidemment, Cactus de la rampe jusqu'au sol. Dans le fond, Sags a poussé Cactus Jack de la rampe jusque en bas de la rampe, là, sur le ciment. Mm-hmm. C'était pas si haut que ça, mais quand même, ça reste du stage jusqu'au ciment. C'est un gros bump. Là. Ouais. Fait que ça n'a aucun sens. Hein? Cactus Jack, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, qu'il a fait toute sa carrière, pas juste là. Je comprends même pas comment il peut encore tenir debout puis fonctionner. C'est des faits yoga. Ouais, mais là, Chris, à un moment donné, je veux bien croire, là, mais... Okay. Bref. Et après ça, il y a Knobbs qui lance la pelle, et Sags la prend, il la lève en haut de sa tête, puis il ramasse dans la face. Il était vraiment, vraiment gentil. Et 1, 2, 3, c'est terminé. Victoire des Nasty Boys. Écoute, moi, c'est un des matchs qui m'a le plus diverti. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tu le sais, là, récemment, j'en parle souvent que les matchs hardcore, ça me tape un peu ses nerfs. Là. OK, ouais. J'ai trouvé ça divertissant, j'ai trouvé ça différent. Puis aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de
de bons spots, beaucoup de divertissement en peu de temps, parce que le match a duré que 8 minutes quelque chose à peu près. Je n'ai pas le temps exact, mais 8 minutes, mais c'est souvent ça qui est dans les matchs avec des stipulations. Ce qui est long habituellement, c'est quand tu places les tables. Ouais. Ça pas la même, mais en 8 minutes, ils ont fait beaucoup de choses, je trouve, en peu Puis à de temps. 4 aussi, c'est plus facile parce que tu peux l'affaire sur d'autres personnes qui luttent plus Exact. loin, tandis que d'autres font setup leur affaire. Là, c'est plus fun pour ça. C'est très positif comme match à cause de ça. Pas de temps mort. Ouais, sinon, c'est un street fight comme tel qu'annoncé. Et chaotique avec de l'action en masse. Fait que moi, j'ai bien aimé ça aussi. Ouais. Et Cactus Jack a un nouveau partenaire, Kevin Sullivan, vont affronter les Nasties le mois suivant à Slambury dans un Broad Street Bully match avec le joueur de hockey Dave Schultz. Évidemment, c'était en direct de Philadelphie, ce pay-per-view-là, fait que c'est plus facile dans ce temps-là parce que c'est une légende des Flyers. Ouais. Et Jack Quépin et Sullivan ont gagné les titres par équipe, ceinture qu'ils vont avoir jusqu'au Bash at the Beach 94. Fait que, voilà. Tu sais ce que Chicago et Philadelphie ont en commun? Les socks des deux walkers en ce moment. Oui, aussi, mais Okay, Philadelphie a soc depuis pas mal plus longtemps. Mais deux villes de bagarreurs et deux villes d'hypocrites. Je salue mon ami Phil Brooks. Hey, laissez tranquille, là, on parle pas de ça aujourd'hui. Arrête de mettre ça. Là. Je tiens à dire que jusqu'à ma mort, je vais faire en sorte qu'ils s'en sortent pas. Oh ouais, le même gars qui m'a dit pendant 15 ans il revient CM Punk, j'ai hâte qu'il revienne CM Punk. As-tu des preuves de ça? Ah, ben là, ça serait un peu long, là, mais oui, j'en ai des preuves. Ouais? Il cite. Ouais. Ce qu'il y a là-dedans, là. Pas une pinotte qu'il y a là-dedans, là, OK, là? Un avocat. Justement, concernant mes carréments, tu vas en avoir besoin d'un. Oh! Bref, Tabarnak, 3! Sacre! Attends, t'as-tu un peu? Hein? Merci. Interview time avec Jesse Ventura et Johnny B. Bad. Oh! Johnny dit qu'il a une belle réception ce soir et qu'il est on a roll. C'est vrai. Gonflé à bloc, ce Johnny. Oh, yes. Il dit qu'il n'est pas surpris d'avoir battu DDP. Il est un bon lutteur, mais il n'est pas un bad man comme lui. Il dit qu'il lance un défi aux gagnants du combat Austin et Muta. Et tout ce qui lui manque, une ceinture autour de sa taille, de sa belle taille, pardon. Il finit en disant qu'il va choquer le monde en prouvant qu'il va être le meilleur lutteur, qu'il est le meilleur lutteur de tous les temps. Il ne manque pas de. Ben oui, mais. Il manque pas de confiance, hein? C'est ça. Mais parlant de Steve Austin et Great Muta, match numéro 4. Stunning Steve Austin avec le colonel Robert Parker contre le Great Muta pour le titre des États-Unis. Oui. Oui, l'excellent Steve Austin blondinet que j'adore regarder lutter à la WCW, un style explosif. Avec sa belle coupe champignon. Avec sa belle coupe champignon, mais moi, ce que je veux attirer ton attention sur, c'est le colonel, dans le fond. Oui, OK. Est-ce que tu sais de où vient cette gimmick-là? Parce que c'est une gimmick copiée, on s'entend? Ben, l'affaire de PFK, là. Oui, mais pas juste ça, c'est que pour les intéressés, moi, j'ai écouté le film d'Elvis la semaine passée. Okay, puis le gérant d'Elvis, c'est Colonel Parker aussi. Puis il est habillé... Attends, avant que tu en parles, justement, oui, dans sa promo, il a dit comme quoi que c'était cette famille d'être un bon promoteur. Oui, c'est vrai. Mais j'avais pas écouté attentivement la promo, mais c'est parce que moi, j'ai écouté le film puis que j'ai écouté le pay-per-view tout de suite après, le lendemain quasiment. Le film est récent, là. Oui, c'est récent, mais tu sais, c'est l'histoire d'Elvis, là, c'est son impresario, dans le fond, là, que c'est le colonel, puis qu'il l'a crossé, puis tout, puis il est habillé pareil, là, il a son petit chapeau, puis bref, c'est ça, ça m'a fait flasher ça, je vais être comme, ah oui, ça fait du sens, là, c'était en 1960, Elvis, à peu près, là. Ouais. Fait que 70, c'est ça. The more you know, toujours important. Exactement. Austin commence le combat avec des punches jusqu'à ce que Muta le ralentisse avec une prise de tête. Et après ça, il y a le Great Muta qui va continuer à faire des soumissions sur Steve. À un moment donné, Parker va faire trébucher le Great Muta, ce qui va permettre à Steve Austin de dominer un peu le combat. Il va d'un coup jour et d'un stretch abdominal. Et Muta s'en sort momentanément avec un lancer de la hanche. Un lancer de la hanche? Ouais. C'est quoi un lancer de la hanche? C'est un hip toss, c'est un arm drag. Un lancer de la hanche. Mais... parce qu'il pogne de même, puis c'est avec la hanche qu'il fait balancer de l'autre bord. Je suis pas sûr, celle-là. On regardera. Ouais, si on peut pas la modifier.
Ouais, c'est ça qui savent, mettez des commentaires. On va mettre ça au propre. On va essayer, ouais. Ça aiderait peut-être. Muta s'en sort, je viens de le dire. Il whip Austin dans les cordes pour un drop kick. Sauf que Steve tient les cordes et Muta tombe sur le dos. Et après ça, on a un coup d'avant-bras de la 2 qui donne un 2 à Steve Austin. Après ça, le Muta, c'est correct. Revient avec un spin kick et un back body drop. Très beau. Oui, en effet. Il monte au top pour un drop kick de type missile, mais Austin s'enlève du chemin. Pas longtemps après ça, Muta surprend Steve en lui faisant un stun gun, son propre finisher. Après ça, il suit ça avec son très beau handspring elbow, que beaucoup moins essayé de copier depuis tout le temps, mais qui a jamais été aussi beau. Et il place Austin sur la 3 pour lui faire un Hurricane Run de toute beauté. C'est réussi. Et après ça, la foule est debout après cette prise-là parce que le face du match est le Great Muta, même si je pense que c'est Bobby Noon qui a dit ça au commentaire qui trouvait ça bizarre que la foule encourage un foreigner, un gars étranger, comparativement à Steve Austin qui est américain. Mais quand même. Après ça, même chose pour Parker sur les prunes, la foule se lève debout lui aussi. Et après ça, il se fait kicker par Muta, ce qui le met en bas pour un petit bout. Et après ça, Austin charge Muta qui le backdrop en bas du ring pour le DQ de Schnutt. Et après la décision, le Great Muta dive sur les deux, encore pesant sur A à No Mercy. Et ouais. C'est un jeu vidéo, ça vient. Oui, un jour. Sinon, regarde. Finish décevant pour un match décevant. C'est correct sans plus. Je n'ai pas accroché tant que ça. Là. Je parlais de Regal tantôt contre Pillman qui était long. Celui-là était vraiment plus long. Moins intéressant. Puis moi, je sais que c'est une légende, mais Great Muta, c'est pas mon style. Là. Il est correct, là, mais je pas plus que ça. Non, c'est ça. Ben mieux t'habiller. Austin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut courir les cordes comme Steve Austin le faisait? Oh que non, mes amis! Il était que... c'est vraiment dommage la blessure au cou qui est arrivée. Là, parce que... J'ai de la peine. Je le pleure encore. Ouais. Autant que lui, je suis sûr. Non. Ce sera la dernière apparition du Great Muta à la WWE jusqu'en février 1995. Et après ça, Stunning Steve va défendre sa ceinture avec succès à Slamboree contre le même Johnny Vival de tantôt, avant de la perdre contre Ricky Steamboat au Clash des Champions, le 28e, le 24 août à Cedar Rapids, à Iowa. Voilà pour le aftermath du combat. Fait, ceux qui ont juste connu Stone Cold, Steve Austin, ou le Ringmaster. Exact. De grands matchs avant. Tu affrontes Steamboat pour un titre à WCW. Tu as des matchs de qualité contre Sting. Tu as plein de matchs d'Austin à WCW. Ric Flair qu'il faut voir. Là. Absolument. Ouais. En effet. Steve Austin était excellent avant la WBF. Yes. Interview time avec Jesse Ventura et le naturel Dustin Rhodes. Et on voit une vidéo du Saturday Night où Bunkhouse Buck a détruit Rhodes avec un trophée. Et Rhodes dit qu'il l'a regardé à tous les jours depuis cet incident. Il dit que c'est la force de Buck d'attaquer le monde par derrière. Il y a une différence entre le T du Tennessee et le T du Texas. Il va lui botter le derrière Texas Style. Mais avant, match numéro 5 pour le titre international. C'est là que je rentre en jeu. Ben là, tu pouvais le dire. Alors, bref, merci beaucoup d'avoir dit ça devant tout le monde. Là. On a une ligne de jambon. Match numéro 5 pour le titre international. Le champion défendant, Ravishing Rick Rude, affronte le challenger, Sting! It's Sting! Mais Marco, oui. Pour pas te nommer, c'est quoi le titre international? Le titre international, ça représente un peu... dans le fond, il y avait eu les champions NWA. Il y a eu une transition par la suite. Ça a été aussi défendu à la WCW et à la New Japan Pro Wrestling. Donc, le titre international a été là de 93 à 94, mon cher TJ. Fait que c'était comme un peu une belle de transition que la WCW pouvait pas avoir, dans le fond, pouvait pas utiliser NWA. Donc, avec comme Flair? Ouais, exact. C'est comme la transition de la Big Gold. Là. Ouais. Fait que, ce titre-là, comme j'ai dit, 93-94. Le premier champion a été Ric Flair. Le dernier champion a été Ric Flair. Et pour les amateurs de statistiques,
Ben, Oui. le plus de règnes a été Rick Rude avec 3. Le plus long règne a été Rick Rude avec 178. Et le shortest reign a été Hiroshi Hayes. Assez? C'est assez qu'on dit? C'est assez, ouais. C'est assez. Fait que lui, il a eu juste 8 jours. Fait que assez, c'est assez. Mais la belle, dans le fond, internationale, comme qu'on qu'on l'appelait, c'est qu'elle se défendait un peu comme le titre Atlantique, aucun rapport à la AEW, qui se défend un peu partout. Mais l'international se défendait au Japon et dans d'autres territoires, mon cher TJ, pour mettre de l'avant et faire rayonner la WCW et la transition du titre qui va devenir la Big Gold par la suite. En avant, le petit dig à AEW, c'est très excellent ce que tu as dit. Merci. Sting et Rude sont impliqués un contre l'autre depuis le début de 1994 à Super Brawl 4. Sting, Dustin Rhodes et Brian Pillman ont vaincu Rick Rude, Stunning Steve Austin et Mr. Wonderful Paul Orndorff dans un match Thunder Cage. Et après le combat, Rude est en furie et a slamé la porte de la cage sur l'homme qu'on appelle Sting et lui a fait son Rude Awakening, Breakbreaker, Acer de la Reine. Oui, j'ai souvenir d'avoir vu ça. Moi, ça se peut très bien, oui. Ouais. Et ça a été annoncé au WWE Pro du 26 mars que Rude défendrait son titre international à Spring Stampede contre le Stinger. Et après ça, j'avais le fun fact que tu as dit avec Hiroshi Ase. Mm-hmm. Et on continue. Et c'est assez! Et la toune d'entrée de Rick Rude est sublime, soit dit en passant. Ben oui, ben, comme Rick Rude d'ailleurs lui-même. En effet, il est très très beau. Un bel homme. Harley Race, oui, il est à côté de toi. Oh! Bientôt de retour! Oh oui! Le ravissant Richard Rude. Parenthèse, on va s'en parler en fin de semaine. Là. On parle entre nous autres, désolé pour les fans. Là. On parle entre nous autres. Skipper 30 secondes. En deux collections revient en force, puis là, c'est vrai. Là. Puis j'ai hâte de montrer ma première pièce de collection à TJ que. Ah, j'ai hâte! C'est que j'ai plus de stock à montrer. Moi, j'ai hâte. OK, parfait. Checker ça bientôt, on va vous tenir au courant. Et Harley Race, le gérant de Big Van Vader, interrompt le discours d'avant-combat de Rude pour dire qu'il peut, peu importe le champion, pardon, Vader le challenge pour la ceinture bientôt. Et après ça, Race essaie de faire un sucker punch à Sting qui le bloque et l'envoie dans le coin où il flippe en bas du ring comme Triple H. On voit bien où il a pris son bum, hein, Triple H? Triple H le faisait mieux, par contre. Là. Bah oui, pas sûr de ça. Mais... Sting backdrop Rude et le sort avec une corde à linge et la cloche sonne. Ding, ding, ding. Ding dong. Suplex de Sting à l'extérieur du ring. Et le commissaire de la WCW, Nick Bockwinkel, est avec Tony et Bobby aux commentaires. Et Sting est en plein contrôle du combat pendant plusieurs minutes. Rude dépose Sting sur la corde et quand il tient le front face lock, il tient en front face lock et le colonne en bas du ring. Mm-hmm. Et le vent tourne du côté du ravissant. Il applique la prise du chameau pour pas une, pas deux, mais 3 fois sur le Stinger. La 3e fois, Sting se relève avec Rude sur ses épaules avec la chaise électrique. Sauf combien de bosses un chameau? Chameau, c'est 2, puis dromadaire, c'est 1. Une, t'es sûr? Une bosse, ouais. Parfait, c'est bon. Je peux continuer, je m'excuse. OK, merci. Oui, fait que tu m'as déstabilisé, merci beaucoup. Il a renversé ça en rouleau de victoire pour un compte de 2. Oui, après ça, on a eu un sleeper de Rick Rude. Il a Sting à sa merci quand l'arbitre est à 2. Mais Rude lâche la prise, ce qui fait aucun sens. C'est très bizarre. Non. Et évidemment, Sting revient en tirant les culottes de Rude qui essaie de se sauver pour lui exposer ses faufounes. Et il fait 3 gouttes atomiques d'affilée que Rick Rude vend comme seulement lui peut le faire. Je ne sais pas si tu sais qu'il y avait une. Je ne sais pas si c'est encore actif, cette page Twitter-là. Quoi qu'on ne peut pas vraiment le savoir, nous autres non plus, parce qu'on n'est plus dessus. Mais qu'il y a un acompte d'un gars qui a des vidéos de Rick Rude qui mangeait Atomic Drop et qui le vendait. Okay. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, mais je vais aller voir avec mon compte Twitter, celui qui n'est pas banni encore. Là. Ouais, c'est. À tous les fois, c'est toute beauté. Là. C'est pas le gars que j'ai vu vendre ça le mieux. Là. Parfait. Oui, fait qu'après ça, 3 quarts de linge, j'ai un backdrop sans suivre. Et Sting whip Rude sur le ref qui était dans le chemin, dans le coin. Et Sting fait son Stinger splash sur les deux. Et évidemment, il y a un ref bump par la suite. Après ça, on a Scorpion Deathlock, version
Bubba Sharpshooter. Et revoilà Harley Race. Sting l'amène dans le ring avec un backdrop. Aussitôt qu'il voit qu'il arrive, il fait juste le ramasser en backdrop de hockey. C'est malade. Ouais. Et après ça, Vader arrive et Sting, lui, s'occupe des deux tout seul avec des coups de poing. Et après ça, Rude en profite pour faire un chop block dans le dos pour prendre l'avantage. Et pendant que Buckwinkle parle avec Vader, Race entre avec une chaise dans le ring. Puis Rude, Sting placé avec le Rude Awakening. Fait qu'évidemment, Rude ne va pas derrière lui. Tandis que Sting voit que Harley Race arrive à l'avant de lui. Fait que quand Race veut donner un coup de chaise à Sting, il se tasse. Fait que c'est Rick Rude qui mange ça derrière la tête. Sting sort Race du ring. Couvre Rick Rude. 1, 2 et 3. Nouveau champion international. Puis avant d'y aller avec notre appréciation du combat, je ne sais pas si tu as remarqué là, que le finish était vraiment, vraiment long avant que ça arrive. Là. Mané, tu vois, il n'est pas sûr, Race n'est pas sûr. Ah, il prémédité au bout. Là. Ah, pas juste ça, c'est vraiment long. Là. Il n'était pas sur la même longueur d'onde pantoute là, quand ils ont fait ce spot-là. Je pense pas, mais moi, ce qui me déçoit le plus là-dedans, c'est que Sting est un tricheur. Non, il a profité des heels qui voulaient tricher. C'est tout. Et ça ne m'étonne pas de Sting. C'est un vrai tricheur, un copieux de gimmick. Et surtout, probablement un ami de Tony Khan. Donc, désolant pour Rick Rude. Tu veux, je place des petits... je plante mes seeds un peu partout. Ouais, c'est pas le moment. C'est toujours le moment. Non. Tu en plantes les seeds sur Triple H, toi? Tu m'en planter pendant... faire un jardin complet, mais toi, ouais. Triple H... Mais, excellent match, mais ça aurait pu être mieux. Moi, je trouve que c'est un très bon combat à part la dernière minute. Là. Ouais, c'est un excellent match. Je pense quand même qu'il aurait pu donner un meilleur match que ça. Et comme tu as dit, la dernière minute qu'il a fait. Souvent, c'est la fin qu'on va se rappeler. Hein, fait que. Ouais, en fait. Fait que c'est malheureux parce que ça va nous laisser un petit goût amer dans la bouche, comme un aliment passé date. Ah, parfait. Ouais, mais je trouve que c'est un bon combat. Moi, j'ai pas eu ça pantoute. Oui, évidemment, il aurait pu donner mieux, là, c'est sûr. Là, tous les matchs peuvent être mieux. Là. Mais non, je trouve ça très bon. Bref, Sting et Rude vont continuer à filer un contre l'autre après ce soir. Et Sting va défendre sa belt contre Rude dans un match retour au New Japan Pro Wrestling Dantaku. Le 1er mai 1994. Et après ça, Rude va regagner le titre, mais sa carrière va être terminée à cause d'une blessure au dos pendant ce combat-là. Et Buckwinkle va enlever la ceinture à Rude à Slamboree dû à sa victoire contre Sting ou le tricher. On voit vraiment qu'il triche vraiment, parce que c'est pas Sting. Et à l'épisode du 14 mai de WWE Worldwide, Rick Rude est parti d'un I Quit match. Le combat était tapé évidemment avant le show de New Japan Pro Wrestling contre le Stinger lui-même. Et à cause de Vader et Harley Race, ils sont apparus à l'écran pour distraire et confronter Rude. Et évidemment, Rude qui a porté le blâme sur les deux pour avoir coûté le championnat à Spring Stampede, un match qu'on vient de reviewer. Évidemment, Rude était censé affronter Vader pour le titre à Slamboree, mais avec sa blessure, il était incapable de faire le combat. Et dans le match pour le titre vacant, Sting a défait Vader pour devenir champion international une fois pour toutes. Alors voilà. Ça aurait été bon, Rick Rude contre Vader, par exemple. Oui, en effet. Je suis sûr que c'est arrivé. Ouais, je pense que oui, là, mais peut-être dans un match de grande importance comme ça, malgré que peut-être qu'ils se sont déjà affrontés pour un autre belt, là, mais il faudrait que je check. Ouais. Après ça, on est rendu au match numéro 6. Bunkhouse Buck, le colonel Robert Parker contre Dustin Rhodes dans un Bunkhouse Brawl. Évidemment, un Bunkhouse Brawl, c'est un street fight. Là. Ouais. Et le 19 mars, à WWE Worldwide, Parker introduit son nouveau client Bunkhouse Buck. C'est fun de dire ça, c'est ton nom, Bunkhouse Buck. Bunkhouse Buck. Et comme on l'a vu tantôt, comme je vous ai dit tantôt, il a attaqué Rude avec un trophée. Et le 2 avril, à WWE Pro, le match de ce soir a été officialisé pour de vrai. Et après ça, Buck arrive en premier et Dawson en profite pendant son entrée pour sauter par-dessus la troisième corde pour faire une close line. Fait que dans le fond, il a comme divé dessus en partant. C'est pas long qu'il se retrouve en bas du ring, les deux. Et de retour en dedans, Rose manque un crossbody et retourne en bas où le colonel Parker est là pour l'étrangler avec son gros mouchoir.
Et après ça, Buck casse un bâton de bois sur le dos de Rhodes et lui rentre ça dans le front. Les résultats, le naturel saigne maintenant. Oh, j'ai déjà vu ça quelque part. Non, mais c'est Bunkhouse vrai. Buck. Là, Oh je ouais, parlais du naturel qui saigne. Oh ouais, je sais. Bon, rien dit d'autre. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est pas chaque Bunkhouse Buck semaine. s'en prend la jambe de Dustin. C'est le courte durée. Oui. Et Rhodes revient avec de la poudre qu'il lance dans la figure de Buck. Hey, attends un peu, là. Quoi? Mais là, tu parles de drogue sur le podcast, là. Mais de la poudre blanche, pas de la poudre de la drogue, là, je parle. Ben, c'est parce que la poudre blanche, c'est... Ben, ça peut être de la farine. Ça peut être du sucre. OK. Ben, faut que tu précises, parce qu'il y a du monde qui n'aimeront peut-être pas ça, là. Bon, le fait, là. OK, parfait. Ça n'empêche pas Buck de sortir la ceinture et de fouetter le naturel. Il revient au galop. Low blow suit après. Et Buck manque un Helluva Kick à la Sami Zayn dans le coin. Oui. Et Rhodes le martèle de coups. Et après ça, Dawson met sa ceinture alentour de son poing et frappe Buck qui lui aussi saigne du visage. Oui. Et après ça, Rhodes déchire le chandail sur le dos de Buck et le fouette avec la strap à son tour plusieurs fois. Un duel de cowboy, là. Ben ouais, un Bunkhouse Brawl, c'est pas mal ça. Une affaire de cowboy pas d'Indien. De Stampede. De Calgary. C'est Spring Stampede, ça va avec. Et voilà. Et après ça, Buck whip Dawson dans le coin, le charge, mais reçoit la botte de Rhodes en pleine poire. Et après ça, Buck est dans les câbles. Et quand Rhodes veut continuer sa job, Nick Patrick l'amène plus loin avec Parker. Il dit hey, amène-le plus loin. Puis, ouais, c'est là, j'ai oublié de dire qu'il y avait un bulldog de Rhodes avant ça qui a fait un compte de 2 vraiment proche. Puis, le bulldog, c'est un de mes mots préférés. Ah ouais? Oui. Moi, c'est le bulldog, c'est un de mes lutteurs préférés. Pas aussi. C'est très plausible. Hey, ça m'étonne que tu n'aies pas parlé plus de Nick Patrick parce qu'il y a une grosse soirée. On l'a vu souvent quand même dans cette soirée-là. Ouais, mais on va en parler tantôt un petit peu. Mais oui, en effet, ben, je pense que c'était genre les mêmes arbitres, genre tous les matchs. Il y a eu 2 arbitres toute la soirée, je pense. Ouais, exactement. À part le main event, je pense que c'est un gars différent. Je suis pas sûr. Là. Bref. Je sais pas. Oui. Évidemment, pendant que Nick Patrick est en train d'argumenter avec Dustin Rhodes, ben, il y a le colonel qui donne un genre de point américain à Bunkhouse Buck. Et quand Rhodes le retourne d'abord, le fameux classique, ben, il mange un coup d'en face. Et c'est évidemment le compte de 1, 2 et 3 se fait par la suite. Le gagnant du combat est gagnant du Bunkhouse Brawl. Bunkhouse Buck. Ça en fait des bucks, ça? Oui. On va célébrer qu'un buck de bière. Ouais. Bref, un Chris de beau brawl, pour vrai. Puis le finish m'a vraiment déçu. Mais dans le bon sens, dans le sens qu'il m'a. Quand je regardais le match, là, je ne savais pas qui gagnait. Là. Fait que j'aimerais ça que Dustin gagne, parce que je trouvais qu'il faisait une bonne. Le match était tellement bien fait que je voulais que Dustin Rhodes gagne. Genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là. Storytelling, oui. Côté fans là, qui regardent un combat la première fois, je voulais que Dustin gagne. Fait que quand il a gagné, l'autre, je me disais, j'ai pas été déçu parce qu'il a gagné, mais j'ai fait fuck, je voulais que l'autre gagne. Un peu comme sentiment d'appartenance, mettons. Là. C'est beau ce que tu dis. Merci beaucoup. Je voulais vraiment que Dustin gagne. Tu as préféré ce match-là, mettons, au match Nasty Boy contre Foley? Oui. OK. Toi? Non. Mais non, mais je veux dire, toi. Non, c'est correct. Okay. Je pense que c'est un match qui avait sa place dans le pay-per-view avec la rivalité, la stipulation. Puis Rhodes, ben, c'est rare qu'il nous déçoit dans ses matchs. Si le match n'est pas bon, l'intensité est là, fait que ça compense quelque part. Là. Oui. Et après ça, Dustin Rhodes va avoir sa revanche contre l'oncle Buck le mois suivant à Slambury dans un match de corde de taureau. Oui, exact. Et parlant de Slambury, c'est le prochain retro review qu'on va faire bientôt. Mais celui de 98, par contre. Fait que manquez pas ça, ça va être disponible partout. Ouais. Tu vois, on m'en fait les petits liens, des fois, c'est bon. Bref, interview time, parlant de fun, avec Jesse Ventura et Rick Rude. Et Rick Rude dit, en fond, il dit pas, en fait, il crie qu'il n'a pas lancé d'SOS ou demandé de l'aide. C'est 14 ans de travail dur, de sang, de sueur et de larmes dans le fond de l'évier. Et Vader arrive dans l'écran et les deux viennent à se pousser et les Hills, dans le fond, c'est dans le locker room des Hills. Ouais. Les Hills viennent par les séparer. Puis à noter, si vous regardez le segment plus tard, 2 affaires qu'il faut vous regarder.
Regardez l'expression faciale de William Regal pendant que le Polar Pop Brawl se fait. Puis checker notre pauvre Jerry Sykes qui a tenu sa serviette en séparant les deux en même temps. C'était écœurant. Fait que, allez voir ça. Bon. En effet, oui. Et Tony et Bobby nous envoient du footage de Super Bowl 4 où le boss était arbitre spécial dans un combat de Thunder Cage entre Ric Flair et Vader. Mm-hmm. Et pendant le combat, Vader a mis le boss dans la cage et l'a menotté après. Et après ça, le boss est venu par se libérer avec le spot classique du gars qui casse les menottes. Uh-huh. Évidemment. Spot que John Cena a déjà fait aussi par la suite. Ouais, mais le boss, il connaît ça, là, les menottes. Là. Oh, ouais. Il connaît tous les petits trucs. Il les a toutes faites. Exact. Je vais dire, c'est pas tout de suite, là, c'est qui le boss? Non, c'est pas Sasha Banks, c'était le Big Boss Man. En 94, Sasha Banks, franchement. Ah, c'est-tu que t'es niaiseux? Ben, ça m'arrive des fois. Qui se rassemble, ça semble, OK? C'est vrai. T'as raison. Merci. Parfait. Je m'excuse. Le boss a donné la victoire à Flair quand Nature Boy avait Vader dans la prise en 4, même si Vader n'avait pas abandonné. Et évidemment, ça n'a pas plu à Vader et Race. Alors voilà pourquoi on a un grudge match ce soir à Spring Stampede. Ce qui t'amène au match numéro 7. Big Van Vader avec Harley Race contre The Boss dans un match de grudge. Et le boss, comme on dit tantôt, c'est Big Boss Man. Fait que dans le fond, la seule différence avec Big Boss Man et The Boss, c'est qu'il a enlevé dans le fond, il y en a deux. Il a enlevé le mot man de Big Boss Man. Puis au lieu d'avoir le saut bleu, il y a le saut noir. C'est la même petite affaire, c'est le même lutteur pareil. Il n'a pas caché ça pas en tout. Il y avait on l'avait dit je l'avais dit dans la biographie de Big Boss Man, mais je pense qu'il y avait eu des poursuites pour ça. À suivre, tantôt. OK. Et le boss rejoint Vader dans la rampe, mais Race le tient pour Vader qui se donne un air d'aller, qui veut faire un splash sur le boss, mais qui s'enlève et qui ramasse Harley Race puis le ramasse d'aplomb. Les deux qui ont fait un flip par en arrière. Bonne soirée pour Harley Race. Harley Race, même à cette époque-là, il ne bonne pas encore. Ouais. Le boss le rentre dans le ring avec une line et le combat débute officiellement avec le son de la cloche. Ding, ding, ding. Il reclose line Vader sur la rampe tout de suite après. Et en parlant de line, Vader le met à terre avec une solide line aussi. Puis le slam, il fait un World Strongest Slam de la rampe jusque dans le ring. Mm-hmm. Puis après ça, il se donne un élan pour sauter comme fait un peu un dive comme Dustin Rhodes a fait tantôt. Sauf qu'il reçoit les genoux du boss qui savait ce qui s'en venait. Et après ça, les deux se retrouvent en bas. Et le boss whip Vader qui revole par-dessus la barricade dans la foule. Vraiment, on parle d'Harley Race qui prend des méchants bombes. Mais Vader aussi, là, pour un gars de sa taille, il n'a pas peur de flipper. Là. Ben, les deux gars, le Bossman puis Vader, le boss puis Vader, les deux, là. Je peux dire Bossman, c'est correct. OK, Bossman. Mais ça ne fonctionne pas. Et le boss body slam le mastodonte dans le milieu du ring. Et après ça, Vader backdrop le boss en bas. Et Race en profite avec des coups de pied dans le dos du ref. Pas dans le dos du ref, là, pendant que le ref ne regarde pas. Là. J'espère, si. Mais imagine, il est en train de le frapper. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, pour moi que ça arrivé, le ref, c'est Nick Patrick. Ça n'a pas arrivé. Non, lui, il a fait ça à la place. On vous aime ceux qui ne sont pas sur YouTube. Wow. Ouais. Un autre lariat de Vader cette fois. Et après ça, il y a Vader avec une tentative de Vader Bomb, mais le boss se relève et Powerbomb Vader qui tombe direct sur son épaule. Ça n'a pas dû faire du bien. Ok, non. Et après ça, le boss place Vader assis sur la 3 et lui fait un DDT qui peut se ressembler à une souplex que d'autres choses. Mais tu sais, quand même, Vader fait quasiment 400 livres. Fait que c'est un exploit qui a fait ça. Et après ça, on a un crossbody du top rope du Big Boss Man pour un compte de 2. Ça, évidemment, Vader sait où il est dans la ring. Fait qu'il a touché la corde pour faire le bris. Ouais, et après ça, le boss monte encore une fois au top rope. Sauf qu'il se fait pogner mid-air avec son crossbody avec un power slam de Vader pour un compte de 2. C'était excellent. Et après ça, on a un Vader Bomb qui était son finish à la WBF. 1, 2, et non, c'est pas terminé. Le boss n'a pas dit son dernier mot. Kick out. Yes, near fall, false finish, close call, name it. Vader remet ça avec un Chris de bas moonsault de la troisième corde et c'est terminé pour de vrai.
une très grosse victoire pour le poulain d'Harley Race, Big Van Vader. Oh, oui, Après la décision, avant qu'on ait notre appréciation du combat, Race of the Night Stick, il les menotte, puis il tente de monter le boss au corps, mais évidemment, il y en a vu d'autres, fait qu'il réussit à renverser le Race, puis il frappe avec. Après ça, il prend son bâton de nuit, puis il frappe Vader. Après ça, il prend ça, puis il frappe Harley Race à peu près une dizaine de fois avec, puis vraiment, il s'en donnait à cœur joie. Même que ça a été un peu trop pour que le président Nick Bockwinkel monte dans l'arène pour l'empêcher de continuer son assaut. Donc, il a enlevé son nightstick, puis les deux sont partis jusqu'au backstage. Mais quand même, une victoire de Vader impressionnante. Vader est en sang aussi. Oui. Donc, ouais, un bon match de Big Men. On l'a dit souvent, Big Boss Man et Vader, c'était au podcast deux de nos préférés en parlant de Big Men. Deux belles carrières. Le match n'a pas été très long, c'était correct. Là. Il n'y avait pas besoin d'avoir un match de 16 à 20 minutes, mais et voilà. Quick, efficace, des big men agiles. Ça nous donne un match de qualité. Plusieurs matchs de qualité sans nécessairement avoir le big match qui sort du lot dans cette carte-là, je trouve. Il y a beaucoup de matchs, de bons matchs, mais tu n'as pas le match qui fait « wow ». Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. Manotte dit le contraire, mais je pense que... Non, moi, j'ai trouvé vraiment que tous les matchs, même ceux que j'ai trouvé le moins bon, là, le moins bon, là, était un très bon match pareil. Là, fait que non, on en parlait tantôt dans nos notes, là, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Okay. Un match de Big Man qui est pratiquement quasi parfait. Ouais. Il y avait des beaux moves de partout. Ça m'a fait un petit peu penser, quand je regardais le combat, vu qu'il y avait tellement de beaux spots impressionnants pour deux Big Men, là, ça me faisait penser un peu, les beaux matchs entre Brock et Goldberg, là, où il y avait plein de moves, là, c'était tout les affaires, mais dans le sens que c'était fast-paced pour du monde que d'habitude, il faut vraiment que ce soit vraiment que le monde s'écœure pas. Là. Je ferais ça le même principe après que Vader et The Boss. Ouais. Non? Bon, ça, c'est juste moi. Non, mais c'est parce que Brock Goldberg, pour moi, c'est un mauvais exemple. Ben, je comprends ton point, là. C'est pas un mauvais exemple. Deux big men qui sont fast-paced, mettons, ils font des mauvais exemple de talent, dans le sens que Brock a du talent, Bossman a du talent, Vader a du talent, puis l'autre, il n'y en a pas. Là. Ah, c'est sûr. Attends. Je veux juste poser une question à Brett. Qu'est-ce que tu penses de Goldberg? Il suck? Ouais, c'est ça, parfait. On peut continuer. J'ai fini ma carrière. Après. Hey! Quoi? Reste poli avec Brett. Ben, j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Sinon, je vais t'envoyer FTR. On sait bien, les autres, hein? Les Nébelins. Les Nébelins, là, c'est ceux qui donnent des tapes sur les cuisses en faisant des super kicks, OK? Bref, après une petite intervention de Mean Gene, on a une interview avec Jesse Ventura, Nick Bockwinkel et le boss. Sacha Banks. Non, Big Boss. Le président dit au boss qu'il comprend sa situation, mais qu'il doit faire son job de président comme il faut. Et il dit qu'il faut qu'il représente des gens mieux que ça. Et que malheureusement, il faut qu'il enlève le bâton et les menottes. Et ce n'est plus le boss. C'est pas une décision populaire, mais il n'a pas le choix. Fait qu'évidemment, le boss n'est plus. Et évidemment, comme on a parlé d'un petit peu tantôt, les Guardian Angels sont venus recruter Ray Traylor à WWE Saturday Night du 30 avril après avoir fait enlever son stock d'officier de police. En réalité, c'est WBF à l'époque qui a menacé de poursuivre la WWE à cause des similarités entre le boss et Big Boss Man. Puis voyons donc, je ne vois pas comment ils ont vu ce lien-là. Bref, lui et Vader vont feuder jusqu'à Fall Brawl au mois de septembre. Une rivalité qui va être remportée à la fin par Vader. Bon choix. Oui. Et parlant de bon choix, match numéro 8, le main event de la soirée. Ric Flair, le champion défendant, affronte Ricky the Dragon Steamboat pour le titre de la WCW. Si ce n'est pas la meilleure rivalité de la lutte professionnelle, mesdames, messieurs. Ouais. Si on parle de match-up aussi, là. Oh, en effet. Moi, je te dis ça parce que pas que j'hésitais, je suis d'accord avec toi, là, mais j'ai pas tant vu de match de Ric Flair contre Steamboat. C'était pas tant notre époque, mais évidemment, on va en voir de plus en plus avec les rétro-reviews, mais Steamboat et Flair, ils se sont pas lâchés tout au long de leur carrière. Là, ils ont tout le temps fait les trucs ensemble. Oui, c'est vrai. Il y a un épisode de Saturday Night le 12 mars.
Ricky le Dragon Steamboat a vaincu Stunning Steve Austin pour donner l'aspirant numéro 1 au titre mondial pour ce soir. Et après le combat, Austin et Parker ont attaqué Steamboat jusqu'à temps que Flair vienne l'aider. Et dans la mêlée, Ricky a frappé accidentellement le garçon nature. Et dans les semaines qui ont suivi, les deux se sont confrontés après que Flair a déclaré qu'il pouvait battre Hulk Hogan. Il l'a invité à venir le voir battre Steamboat à Spring Stampede. Mais Ricky Steamboat s'en est rappelé qu'il a rappelé à Ric Flair qu'il avait vaincu pour le titre de la NWA en 1989 au Chi-Town Rumble dans la même ville qu'ils sont ce soir. Est-ce que Steamboat répétera l'exploit 5 ans plus tard ou est-ce que le Nature Boy restera champion du monde à suivre? It's time. Oui. Et après un début de match technique lutte amateur, les esprits s'échauffent et Steamboat gifle Flair dans le visage. Et après ça, Steamboat amène Flair au sol avec une prise de tête. Et peu importe ce que Flair essaye, le dragon garde la prise. Ça dure quelques minutes et même vraiment plusieurs minutes. Là. Et c'est comme s'ils gardaient leur force pour durer longtemps. Ouais, exact. Un pace qui va monter tranquillement, pas vite. Oui. Et Flair finit par amener Steamboat dans le coin avec des coups de bélier dans l'estomac. Et le whip Ricky qui renverse et au retour, Flair reçoit un backdrop de son adversaire. Steamboat saute pour un saut chassé. Mais Rick s'enlève et le dragon tombe de plein fouet et a mal au cou. Et après les atémis dans le coin, Woo Style, Ric Flair amène Steamboat au sol et lui fait sa fameuse descente du genou sur le front de son opposant. C'est évidemment son trademark move que Triple H a copié par la suite, évidemment. Il essaye de piner. Je suis capable de jouer à ce jeu-là, moi, avec. Il essaye de le piner 7 fois en ligne. Combien? Et il fait hein? Combien de fois? 7 fois en ligne. Ben, tu sais, le fameux genre 1-2 kick out, 1-2 kick out. Ouais. J'avais compris 17 fois. Ah, 7 fois, non. Ben, ça aurait pu. Non, 17 fois. Évidemment, non seulement, il sait qu'il ne gagnera pas le combat là, avec ça, mais s'il fait perdre l'énergie à Steamboat, le dragon, il va perdre un peu de feu. Après ça, un crossbody de Flair amène les deux à l'extérieur du ring en même temps. Et Steamboat amène Flair au barricade, essaie de faire un running splash, sauf que le champion n'est plus là. Et Steamboat est pris pied par-dessus tête sur la rail métallique. Après ça, on a une belle superplex du top sur Flair pour un compte de 2. Il projette Rick dans le coin, qui fait son corner bump habituel, et le dragon le chop. Et le dragon le chop, et Flair est en bas de l'arène. Et après ça, Rick demande pitié, et on a 20 minutes d'écoulé au combat. Déjà? Ouais, non, mais le temps, c'est 60 minutes. Là. Ouais. C'est correct, là, c'est pour cette fois-ci. Là. Et des atémis. Et Flair fait son bump en pleine face, un autre de ses trademarks. Et le champion tente un autre knee drop que le bateau de vapeur bloque en attrapant le genou du Nature Boy. Prise en 4 de Steamboat et la foule capote. Et après 1 minute dans la prise, Flair lui met le doigt dans les yeux. Classique pour s'en sortir et sans l'avoir à abandonner. Et après ça, on a une série de pins du Dragon, mais Flair dégage à chaque fois. 25 minutes de fête au combat. Bataille de chop gagnée par Steamboat. Après ça, il saute de la troisième corde avec un beau crossbody pour un autre compte de 2 qui était très proche. Et pour imitant son adversaire, Flair monte au top et dans un autre de ses moves traditionnels, il se fait slammer du top par Steamboat, le fameux press slam. Exact. Et après ça, Steamboat lui manque un gros splash de la 3 et Flair lui fait sa prise en 4 fétiche. Comme on voit dans le background sur YouTube. Oui, en bas de moi. Oui. Et après ça, il reste 30 minutes au combat. Puis Steamboat réussit à mettre la main à l'écart pour faire le prix. Et après ça, Flair essaye la prise en 4 et le dragon l'attrape en petit paquet pour un autre compte de 2 que la foule a cru que c'était le finish. Backslide de Ricky sur Rick pour un autre 2. Un autre superplex, mais le temps qu'il recouvre sa fatigue, il est un petit peu trop tard et c'est seulement un compte de 2. Et après ça, on a un roll-up de Ricky, mais l'arbitre est hors position et le compte prend du temps. 1, 2. Mais ça continue. Oh, on a eu peur, là. Oui, c'était proche. Back suplex de Flair. Le dragon tombe sur ses pieds. Il attrape les bras du champion. Le lève dans les airs, un peu comme Beth Phoenix. Oui. Il descend avec Flair en pin. 1, 2 et 3. Victoire de Steamboat, right? Non.
de Ric Flair. Un autre arbitre vient pour consulter l'autre. Ils vont voir Nick Bockwinkel et l'excellent Nick Patrick qui lui dit que les 4 épaules étaient au sol pour le tomber. Et après une courte réflexion, Patrick va lever le bras de Flair pendant que le dragon fulmine. Les pétards partent dans l'aréna. Ouais. Évidemment, il ne reste pas trop longtemps, ces lutteurs. Là. Tu vois que l'autre Steve-O n'était pas content, puis Flair il est à terre, puis il rampe un peu pour s'en aller. Puis pendant qu'ils font ça, Bockwinkel est avec Tony et Bobby. Puis Bockwinkel dit à Tony que la tradition, que si un match de championnat est un draw, que naturellement, ça va au champion, ce qui était Ric Flair avant le combat. Et de 2, c'est la job de Steamboat de battre Flair sans aucun doute et sans équivoque. Fait que malheureusement pour lui, tant son temps qu'il n'a pas parlé au comité décisionnel, c'est Ric Flair le champion du monde. Ben, je déteste pas la stipulation parce que c'est vrai. Quand tu es le champion, il faut que c'est un peu comme quand tu renverses une décision dans le sport, il faut que ça soit hors de tout doute que. Ouais. Tu sais, ça fait du sens. Moi, je trouve comme argument. Là. Ouais. Et le show finit avec Bobby qui fait une scène parce qu'il veut savoir maintenant la décision du comité. Pas plus tard, mais là maintenant. Désolé, Bobby, on n'a plus de temps. Et après ça, on a le générique et le pay-per-view est terminé. Sinon, pour le combat entre Flair et Steamboat, ben, c'est un classique. Là, à voir absolument. Là. Pas la meilleure note pour un match, mais vraiment pas loin. Vraiment pas loin. Un match main event, puis je parlais juste avant qu'il n'y avait pas de match outstanding pour le pay-per-view. Ben, c'était celui-là, le match que j'attendais pour que Spring Stampede passe à un niveau supérieur. Et c'est fait, mesdames, messieurs. Et le titre va être mis vacant au Saturday Night du 30 avril et Flair va gagner le match retour le 14 mai. Encore une fois, à Saturday Night. C'est souvent aller d'un bord, par exemple, entre Flair et Steamboat, surtout au niveau de championnat. Ben, c'est beau de jouer une fois, me semble. Ouais, NWA title, ouais. Qu'on a dit tantôt au Titan Rumble. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ce qui conclut, évidemment, notre rétro-review, de Spring Stampede, la débandade du printemps 94. Ben, c'est plus de l'automne, non? Ah non, c'est au printemps, Spring Stampede. Ouais, c'est vrai, Spring. Ouais. Ah ouais, Spring. Non, c'est parce qu'on est à l'automne, puis là, on parle de printemps. Fait que ça me mélange. Ouais, je vois ça, mais regarde, reviens-en, c'est pas grave. Oh, OK. C'est bon. M'excuse. Es-tu prêt pour tes matchs of the night? Je vais te laisser commencer. Ben, le match of the night, on a le même, c'est sûr, là. Ouais, match of the night, on a le même. Ric Flair, Steamboat, un classique, comme tu as dit, proche de la perfection. Exact. Mais ouais, tout un match qui est pas gênant à regarder et à décrire. Non, pour le pire match, quand je dis pire match, là, mais. Ouais, il n'y en a pas eu vraiment. Là. On en va tout le temps un pire match, même si des fois, il y en a des vraiment qui ne méritent pas vraiment d'être pire de quelque chose. Là. Ouais. On n'a pas le choix. Bref, le worst match of the night, pour moi, j'ai mis le match entre Stunning Steve Austin et le Great Muta. Eh bien, on a le même match parce que j'hésitais, mais j'ai été beaucoup plus diverti par Dustin Rhodes puis Bunkhouse Buck parce que c'était mon autre choix. Mais parce que j'ai plus aimé le match de Nasty Boys contre. Puis il était plus court aussi. Okay. Mais non, moi je vais aller avec Steve Austin puis Muta pour la simple raison, puis c'est plate pour Austin parce qu'il était très divertissant, là, mais c'est juste que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs puis que le match était beaucoup trop long. Ouais, exact. Puis c'est le match que je me suis le plus ennuyé à regarder. Fait que pour la même raison, on a les mêmes. Est-ce qu'on va avoir la même note? Est-ce qu'on va avoir non, ça c'est garanti que non, c'est ça certain. Non, parce que toi, tu dois avoir mis To the Moon. Wouh! Ben, tu veux commencer? Je vais commencer. Je donne la note de Spring Stampede 1994 de 9 sur 10. Ben là, c'est pas si pire, crème. Quoi? Ben là, moi, j'ai mis 9.5 sur 10. Pour vrai? Oui. On est proche. Moi, la seule affaire là, qui m'a pas fait mettre un 10, là, c'est que si, mettons, le match d'Austin Muta aurait été un petit peu meilleur et avait un finish concret, là, j'aurais mis un 10. T'aurais mis un 10, mais 9 et 9.5, wow! Ouais, c'était vraiment un show excellent pour vrai, du début jusqu'à la fin. Là, il y a même les matchs les plus faibles, si on veut, c'est pas les matchs faibles. Là. C'est juste une question personnelle, là. C'est subjectif. Hein? Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça, fait que non, vraiment un très bon show. Puis
en plus, c'est genre un de leurs meilleurs shows, vraiment from top to bottom to top, dépendant qui vous êtes. Fait qu'allez voir ça tout de suite, je vous le considère fortement. Ouais. Ouais, je recommande ça moi aussi, disponible sur le network. Et est-ce que c'est notre troisième meilleur pay-per-view qu'on a fait, mettons, si on va à côté des notes, parce que vite de même, il y a WrestleMania X7, que c'est sûr qu'il est dans le top. Allez voir. X7, on l'a jamais releasé, hein? Fait qu'on va falloir le refaire à un moment donné. Ouais. Parfait. On va le refaire. De toute façon, c'était probablement pas bon à l'époque qu'on l'a fait parce qu'on n'était pas télévisé. Ou en tout cas, il y avait moins de monde qui regardait. C'est un dark match. C'est un dark match, mais d'après moi, dans les meilleures notes, pendant que TJ regarde ça sur sa petite tablette, j'ai l'impression que celui-là, il y a peut-être WrestleMania 10. WrestleMania 10, j'avais mis 10, moi. Fait que je dois avoir mis 9, 9.5, quelque chose du genre aussi. Sinon, il y a eu SummerSlam 89, là, pas longtemps, qui a eu quand même une grosse note, pas loin de 8.5 puis 9. Mais je pense que Spring Stampede est dans le top 3. Facile. Facile, mon TJ. Mais je peux dire ça rapid fire, je les ai tous devant moi. Vas-y. On avait donné à One Night Stand 2005 9 sur 10 chaque. Oh. Fait que, en partant, c'est déjà ça. SummerSlam 2002, moi j'ai 10 de 9. OK. Ça va être le plus gros, je pense. En partant. Sinon, Rumble 2001, j'ai 9 de 8.5. Est-ce que 92, oui, quand même. Rumble 92, on a 8.5 pour moi et 8 pour toi. Puis après ça, WrestleMania 30, moi j'ai 10, toi t'as 9. OK. WrestleMania 30. Pas mal ça. Je pourrais continuer, mais. SummerSlam 2002, Spring Stampede. Ben, je pense que c'est le meilleur WCW, par exemple. J'ai un autre 10 dans ces notes-là, moi. WrestleMania 3. Ouais, oui. Ben là, ça s'arrête, là. J'ai donné combien, moi? Ah, attends une minute, on va dire ça. WrestleMania 3, tu as donné 8.5. C'est pas si pire quand même. Ouais, toi, je pense que t'es trop émotif, là, dans tes... Ben, Chris, si c'est bon, je te dis. Parlant d'émotifs, si vous avez aimé le podcast, ben, venez vous abonner. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un review 5 étoiles, pourquoi pas, sur nos différentes plateformes. Puis sinon, ben, évidemment, nos prochains rendez-vous, mon cher TJ, ben, la semaine prochaine, on continue notre mois de WCW du mois de septembre et on retourne avec une biographie.
Et je ne la ferai pas 5 fois, mais on va parler du 5 fois champion du monde de la WCW. Et oui, et j'ai nommé King Booker T. L'excellent Booker T. L'excellent Booker T avec une excellente carrière, autant du côté par équipe que solo. Donc, on va parler de Booker T. Et la semaine d'après, TJ, tu en as parlé à travers le podcast de Spring Stampede. Ben, ça va être Slamboree 98 WCW. Fait que ça va être très intéressant, ça aussi. Un excellent show à reviewer. Un autre rétro review. Puis, oui. C'est pas mal ça pour l'instant. Hein? Ouais, c'était pas mal ça qu'on voulait dire au public. C'est assez. Puis, avant de te donner le mot de la fin, ben, je vais vous rappeler que dimanche prochain, ben, vous avez la chance de venir nous voir dans le Firehouse LW avec Bill Eddy, Axe de Demolition. Puis si jamais vous ne pouvez pas dans la journée, ben, il va être présent à Simmania 1 en soirée, le show de Marc Blondin qui est de retour comme promoteur. Donc, il va être là à compter de 17h pour signer les autographes. Et après ça, il va y avoir le show de lutte, le lancement du livre de Marc Blondin. Et ça va être toute une soirée à l'entêté de Mirabel. La brasserie, la microbrasserie, l'entêté. Microbrasserie, exact. C'est-tu toi qui est propriétaire de cette place-là, l'entêté? Il me semble que ça te ressemble pas mal. Ça, j'apprécie pas quand tu parles comme ça. Ouais, et sinon, écoutez, dans notre chat, on va vous donner des petits insights, mais dans notre chat Messenger de Underchaise de métal, ça brasse pas mal ces derniers temps. Ça déchire les passions avec tout ce qui se passe dans le monde de la lutte. Fait que j'ai l'impression qu'on va se refaire un petit full house bientôt pour parler de lutte parce que je pense que ça serait le fun de mettre le feu un peu. Sauf que nous autres, on va le faire dans nos faces et non pas dans le dos du monde. Fait que, aussi, n'oubliez pas sur YouTube, MyGM. Oui, ça achève. Oui, on est rendu à 40 à peu près? 40. Fait que manquez pas ça. Bientôt, on a le dernier, le blitz de la fin. Ouais. Puis manquez pas ça sur YouTube tous les lundis soirs. Fait que 19h. checkez ça. Oui. Fait que c'est tout pour nous, Marco. D'autres choses à rajouter ou t'es correct? Ben, je suis correct. Je te remercie de ton excellent rétro review. C'était très, très agréable de regarder un show de haute qualité. C'est vrai. Puis de ça, haute qualité, des fois, ça va pas toujours facilement ensemble, mais cette fois-ci, ça l'a été. Exact. Merci beaucoup, Marco. Oui, merci beaucoup tout le monde. Manquez pas nos prochains rendez-vous, tout le kit. En attendant, arriba!